Retour plateau pour parler santé. Et oui, parfois le corps envoie des alertes, l'on ressent des choses inhabituelles. Et puisque nous ne sommes pas médecins, nous tous ne sommes pas médecins, il faut forcément consulter. Il faut éviter un certain nombre de choses et nous allons en parler sur ce plateau car lorsque vous allez mal et que vous ne consultez pas, lorsque le diagnostic est posé tard, cela pourrait être fatal. On va accueillir notre invité avec ce tapis. Elle est donc sur ce plateau, Dr Maïserat Alao Fari, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous allez bien? Oui. Voilà. Alors, ce matin avec vous, docteur, nous allons parler des infections silencieuses. Qu'est-ce qu'on entend par infection silencieuse? On entend par infection silencieuse toute infection qui évolue dans le corps de l'être humain sans transmettre de symptômes apparents et qui peut rendre la personne chez laquelle l'agent pathogène est haute, qui peut la rendre contagieuse sans le savoir. Donc ce sont des infections asymptomatiques qui peuvent rendre la personne chez laquelle elles sont hautes contagieuses sans le savoir. Sans le savoir. Oui. Mais docteur, quand c'est comme ça, c'est suffisamment dangereux, non? Je ne ressens rien du tout, mais il y a quand même des agents pathogènes, il y a des microbes, il y a des choses qui me détruisent. Exactement. À quel moment alors il faut que je... Quels sont les signes qui doivent après me mettre la puce à l'oreille pour que je vienne vers vous, docteur? Bon, quand il y a déjà apparition de signes, ça veut dire qu'il y a déjà des complications qui sont en train de nous donner des signaux. Et donc, il faut faire attention. Il faut plutôt avoir un dépistage précoce. C'est plutôt ça. Parce que quand on dit asymptomatique, c'est que je n'ai pas de signe du tout, pas de douleur. C'est comme les douleurs dentaires, par exemple. Je peux avoir une carie dentaire depuis 4 à 5 ans qui donne la douleur que quand c'est déjà à un stade avancé. Mais docteur, justement, dites-nous, pourquoi certaines infections évoluent pendant longtemps de façon silencieuse, sans aucun symptôme? Ces infections évoluent de façon silencieuse, sans aucun symptôme, parce que les agents pathogènes en question peuvent se cacher, je vais dire, dans des zones considérées peu sensibles et évoluer longtemps avant de se propager, on appelle des métastases, de se propager dans tout le corps. C'est ce qui rend en fait la maladie asymptomatique. L'agent, c'est un peu comme j'ai une maison, j'ai loué une maison, je me mets à l'aise pendant des années jusqu'à ce que je commence à me sentir mal à l'aise et voilà. Et je donne des signaux pour pouvoir quitter la maison. Alors, en quoi cette façon de faire, je veux dire, de ces agents pathogènes retarde-t-elle, disons, la consultation? Vous savez, c'est le propre de l'être humain. J'ai pas de douleur. J'ai pas de symptômes apparents, je ne fais pas de consultation de routine. Je n'ai pas de gêne, je ne ressens rien. Aucun gêne. Je suis apparemment, ce qu'on appelle apparemment sain. Je ne fais pas de consultation. Il y a certains même qui ont ces symptômes-là, mais tant qu'ils peuvent gérer avec l'automédication que je combats farouchement, se permet de prendre des médicaments pour calmer ces symptômes alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'organisme. Il faut faire attention. Alors, quand on parle d'automédicaments, d'automédication aussi, docteur, souvent, c'est que j'ai un voisin qui a eu quelques signes, qui a utilisé un médicament, il m'a dit, mais ça va, moi, la dernière fois, ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai pris, donc si tu peux le faire. Cette manière de faire, comment est-ce que l'on pourrait combattre ça? Chacun a son organisme, chacun a sa manière de réagir, chacun a son système immunitaire. Ce qui a marché pour X ne marchera pas forcément pour Y. Il faut faire attention. Vraiment, c'est la consultation la meilleure chose à faire. Et surtout la consultation de routine. Il ne faut pas attendre. C'est comme la tontine. Je donne la tontine chaque mois dans la routine d'une femme sexuellement transmissible, ou même d'un homme. C'est comme la tontine, il doit prévoir la consultation de routine. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous appelez la consultation de routine? Je n'ai aucun symptôme. Chaque 3 mois, je suis une femme sexuellement active. Chaque 3 mois,
je viens, je me fais un petit examen au spéculum, je me fais des analyses de routine, des analyses sanguines par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, il y a que parfois dans notre société, effectivement, on ne ressent rien. On se dit, mais quand je vais voir le docteur, c'est l'argent que je jette par la fenêtre, je dépense gratuitement alors que je n'ai rien, ils n'ont rien vu à nous aller. Est-ce que au milieu de vous les spécialistes de santé, que pensez-vous pouvoir faire pour amener la population à instaurer ce que vous appelez les consultations de routine? D'accord. Oui, on est vraiment confronté à ce fléau-là parce que la plupart des personnes qui consultent fréquemment, ce sont des personnes, je vais dire, haut placées, assez civilisées. Nos populations rurales ont peur de venir à l'hôpital parce que j'entends certaines personnes dire, c'est ce que tu cherches. Enfin, ce que tu cherches, c'est ce qui finit par te trouver. Non, c'est pas comme ça. Mieux vaut gaspiller de l'argent et savoir que je n'ai rien que d'attendre, de me dire je suis en train de gaspiller de l'argent, je suis en train de gaspiller de l'argent et que demain je me retrouve avec des complications. Donc mieux vaut prévenir que guérir, cette expression a tout son sens. Tout simplement. Alors docteur, quelles sont les erreurs qui fréquemment conduisent à un diagnostic retardé? On a parlé de l'automédication. L'erreur, la première erreur, et que je considère fatale, vraiment, c'est l'automédication. L'automédication, c'est quand, par exemple, j'ai cette petite douleur dentaire, je vais voir mon ami qui me dit, ben, faut mettre les clous de girofle, ça va passer, par exemple. D'accord? C'est vraiment ça, c'est l'automédication. Et c'est le silence, c'est la peur d'aller à l'hôpital aussi. Alors, à partir de quand peut-on parler de retard de diagnostic? On parle de retard diagnostique quand le patient consulte déjà au stade de complication. Là, on ne peut plus rien faire. Là, on parle vraiment de retard diagnostique des maladies comme le VIH, par exemple. C'est quand l'immunodépression s'est totalement assise que le patient vient, il est amaigri, il est fatigué, il a déjà plein d'infections qui ont déjà pris tout son corps. Ou comme le cancer, par exemple, le cancer arrivé au stade de métastase où on ne peut plus rien faire. Là, c'est un retard de diagnostic. Alors qu'on aurait pu éviter ça. En fait. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, quelles sont les conséquences d'un retard de diagnostic? C'est simple. Hein? Je n'ai pas fait le diagnostic tôt. Je suis arrivée au stade de complication. On ne peut plus rien faire. Là, vous nous faites peur. Là. Non, je vous incite, je vous sensibilise juste parce que, justement, c'est ça, en fait, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. C'est vraiment de faire comprendre à la population que, avant d'arriver à ces complications, on peut bien éviter le mal. On peut bien éviter le mal. Ce n'est pas de l'argent. Moi, je dirais que rien ne se perd. Hein. Ce n'est pas de l'argent gaspillé de venir à l'hôpital faire une consultation de routine. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pensé. C'est se rassurer soi-même et c'est de vivre vraiment avec une santé totale. Quel mécanisme, par exemple, docteur Maïsarat, les familles peuvent mettre en place en leur sein pour instaurer et appliquer les consultations de routine? Papa, maman, enfant, toute la famille, je veux dire. Oui. On parle de consultation de routine, ce n'est pas consulter tous les jours, on est d'accord. C'est consulter chaque 3 mois. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Non plus. Celle-là, c'est de l'argent gaspillé. Voilà. Alors, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Moi, je conseillerais quoi? Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Si on en a les moyens, chaque 2 mois. Mais l'essentiel, c'est vraiment de ne pas attendre d'avoir certains symptômes avant de venir à l'hôpital. C'est plutôt ça. Alors, quand on fait le point, quand vous proposez, par exemple, pardon, il y a ce chat qui se promène dans ma gorge là. Alors, docteur Maïsarat, quand vous proposez, par exemple, chaque 3 mois, ça fait 4 fois l'année, c'est pas beaucoup. Quand vous proposez chaque 6 mois, ça fait 2 fois l'année, c'est pas beaucoup non plus. C'est suffisant. Et donc, ça pourrait faire l'affaire, ça pourrait nous prémunir contre la survenue de problèmes qui pourraient être compliqués après. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que en une année, tu vas quand même, on va quand même pas tomber malade tous les jours, on est d'accord. Et l'essentiel, c'est vraiment déjà de commencer. On peut commencer par chaque 6 mois.
Ensuite, revenir à chaque 3 mois. Le plus difficile, je pense, dans nos sociétés, c'est vraiment de commencer, d'aller vers. Et je pense qu'après, tu peux mettre ça dans ta routine et par l'habitude, quand on est habitué à ça, ça devient notre style de vie quotidien. C'est comme le sport, hein, Alors, que je vous docteur, conseille de pratiquer d'ailleurs. merci. Je vous garantis que je le ferai. C'est De vrai que moi, manière régulière. Je le fais 2 fois par an, déjà ça, mais après, il faut multiplier. Mais l'autre chose dont je voudrais qu'on parle, docteur, pourquoi est-ce que l'on découvre des infections comme ça lors des contrôles de routine, par exemple? Oui, parce qu'on a parlé plus haut de ce fléau-là qui, si je n'ai pas de symptômes, je ne consulte pas. Et ce n'est pas lors des consultations de routine, c'est plutôt j'ai un petit symptôme, j'ai comme un paludisme et on découvre peut-être pendant les analyses qu'il y a une inflammation par exemple. Et c'est pendant l'exploration qu'on finit par découvrir qu'il y a cette infection-là qu'il faut traiter. Ou c'est pendant l'examen physique, il vient de base pour un paludisme, mais dans les signes qu'il nous donne, il va dire, docteur, je suis en train de me gratter, surtout les femmes, hein, docteur, je suis en train de me gratter, docteur, j'ai des pertes qui ne sont pas, c'est le paludisme qui fait ça, alors qu'en réalité, non, c'est une infection sexuellement transmissible. De plus en plus dans notre société, on remarque qu'il y a des gens qui disent mais j'ai le palu, j'ai traité, ça ne marche pas, j'ai traité encore, ça ne marche pas encore. Est-ce que déjà à ces signes, l'on ne devrait pas courir vers les docteurs? Bien sûr, j'en ai parlé précédemment dans une autre rubrique d'Espace Santé par rapport au paludisme où on a cette facilité à aller à la pharmacie prendre des médicaments. Quand on Sans consultation. Sans consultation. Mais il y a la densité parasitaire. Parce que en venant à l'hôpital, nous, on va prescrire des analyses qui nous permettra de savoir la densité parasitaire, le nombre de parasites qu'on a dans le sang. Et c'est ça qui fait la complication. Parce que quand la densité parasitaire est forte, il ne faut plus avoir recours aux médicaments, mais plutôt à la voie injectable. Et c'est comme ça. Est-ce que le recours à l'automédication peut cacher des maux plus graves après? Bien sûr. Bien sûr, je combats farouchement l'automédication. Parce que tout le monde n'est pas médecin, d'accord? Et le pharmacien, il va vous proposer des médicaments pour atténuer. Et je pense que dans les pharmacies, moi j'ai déjà vu ça une fois où je n'avais pas dit que j'étais médecin, je suis allée, j'ai voulu prendre un médicament. Ils ont vu, ils m'ont dit, mais pourquoi vous voulez prendre ce médicament? Prenez, mais quand même, on vous conseille d'aller consulter. Et j'ai vraiment apprécié parce que le pharmacien qui te dit va consulter, il ne pense pas seulement à vendre ses médicaments, mais à ta santé d'abord. Et ça, c'est très important. C'est vrai, tous les pharmaciens ne sont pas des commerçants. Exactement. Et donc, ils vous donnent parfois des conseils. Alors, docteur, dites-nous, quand on parle de diagnostic, parfois, il y a aussi l'accueil dans les hôpitaux. Il y a l'accueil qui... Et là, je veux jeter un pavé dans la mare, dans votre jardin. Exactement. Quand l'accueil refroidit à l'hôpital, quand l'accueil pose un problème, quand le traitement même du patient, pour employer enfin, un mot de votre giron, est maltraité par le personnel de santé. Est-ce qu'au vu de tout ceci, l'on est prompt à aller dans les hôpitaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il y a... Bon, je pense que vous aurez déjà dû remarquer qu'avec moi, le problème ne se pose pas. Pas du tout alors. Avec moi, là, pas du tout. Alors, si on avait montré les coulisses avant le débat, les téléspectateurs allaient comprendre. Exactement. Oui. Alors, oui, ça participe beaucoup parce que le patient qui vient nous voir, il est d'abord humain de base. Il vient avec un problème, il s'attend, l'accueil du médecin va concourir vraiment à tout le reste de l'examen. On appelle ça la déontologie. Déontologiquement, l'accueil, c'est très important parce que ça va permettre au patient de s'ouvrir ou pas. J'ai un médecin qui déjà est renfermé, il fronce la mine, j'ai peur de lui parler. Le médecin doit être celui qui met vraiment à l'aise le patient. Je fais une petite blague, je touche ceci, je touche sans bien toucher la sensibilité du patient. Oui. D'accord? Mettre à l'aise le patient, c'est vraiment primordial parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste de l'examen. C'est ça. D'accord? C'est très important.
D'accord. Nous parlons de consultation tardive. Est-ce qu'il y a spécifiquement des catégories sociales qui consultent tardivement, justement? Oui. Dans votre pratique de métier? Oui, sans bien vouloir vexer ma chère Bien sûr. population, c'est vraiment la population rurale qui consulte tardivement. Comme vous l'avez dit, ils considèrent que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, on a plus des gens... Parce qu'il y a certaines personnes, je ne vais pas dire les non scolarisés, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas scolarisées, mais qui ont un degré d'émancipation assez élevé pour aller à l'hôpital, même quand ils n'ont pas de symptômes. Des consultations de routine, où vous allez voir que ce sont ces patients-là qui, précédemment, ont eu un problème, qui les a traumatisés vraiment et qui viennent à l'hôpital en parler à chaque fois, faire des analyses pour voir si le problème est toujours là ou pas. Donc, c'est vraiment les populations rurales qui ne consultent pas tout. Comment est-ce que le médecin généraliste, que vous êtes d'ailleurs, peut suspecter des infections silencieuses chez un patient lors d'une consultation, par exemple, ou bien dans la vie courante? D'accord. Dans la vie courante, c'est un peu difficile. D'accord. Mais en consultation, le patient vient déjà à l'interrogatoire, tu sais si le patient a... Tu peux déjà suspecter une infection, hein, parce que les signes que dont le patient te parlera, c'est ça qui va déterminer toi, ton diagnostic. Alors, docteur, que change le diagnostic tardif dans la prise en charge d'une maladie chez un patient? Le diagnostic tardif est vraiment très dommage. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est des médecins, on a un cœur. Oui. Il y a certains patients auxquels on s'attache facilement. Et ces diagnostics tardifs, c'est-à-dire qu'il a consulté au stade de complications. Et les complications entraînent le mot qu'on n'aime pas trop entendre, la mort. Et ça, c'est vraiment la partie la plus dommage, hein, des diagnostics tardifs. Les complications où on ne peut plus rien faire, on est obligé d'accompagner le patient. Et il y a aussi le décès. Malheureusement, et c'est justement pour éviter ces cas que nous vous avons invité ce matin, docteur Maïsarat Alao Fari. Si vous avez un conseil ultime, enfin pas ultime, pour clôturer cet entretien, que diriez-vous à nos téléspectateurs qui vous regardent? Je voudrais que vous vous adressiez à eux en regardant dans cette caméra qui est devant vous directement, comme le dirait l'autre, les yeux dans les yeux. D'accord. Moi, je les appelle ma très chère population. Je conseille à la population de vraiment ne pas attendre. Ça, je le dis et je ne le dirai jamais assez. Il faut vraiment venir consulter dès qu'on a le moindre bobo déjà. Parce qu'on peut encore pardonner la phase asymptomatique, parce que nous aussi, on est des humains, on le fait. Mais dès qu'on a le moindre problème, ne pas aller demander conseil à tel ou tel ami. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les infections sexuellement transmissibles peuvent rendre stérile. Ça, je le dis, hein. Ça peut rendre stérile homme comme femme. Ça peut propager le risque de contagion, ça peut propager vraiment le nombre de personnes, parce qu'une personne qui a plusieurs partenaires va propager ces virus-là à ses partenaires-là qui, si on ne sait pas, ont aussi d'autres partenaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment venir consulter à temps. Et je passe d'ailleurs par ce canal pour dire qu'il y a une conférence, hein, j'aurai une conférence débat à EIA Centre sur les infections sexuellement transmissibles, totalement gratuite. Notre but, c'est de sensibiliser la population. Elle aura lieu quand, cette conférence? Ce sera le samedi 7 février, le samedi de la semaine prochaine, je crois, à EIA Centre, à partir de 9 h. L'information est toujours primordiale pour pouvoir se prémunir et avoir les outils nécessaires qui vous permettent de prendre des décisions rapides et qui pourraient vous sauver la vie. Docteur Maïsarat Alao Fari, merci d'être passé. Je vous remercie. Je vous dirai la même chose comme à tous nos invités ici. C'est chez vous. Je vous remercie, c'était avec plaisir. Merci beaucoup.